à tous, bienvenue donc, pour cet après-midi de conférences et d'échanges, donc avec un premier sujet, pas bête du tout, les animaux. Alors on pourrait prendre plein d'exemples, hein. On sait par exemple qu'en Ouganda, les chimpanzés peuvent parcourir des kilomètres donc pour trouver une plante ou des racines qui vont les soigner. On sait que les chats peuvent faire preuve de compassion, que les requins sont capables de tisser de véritables réseaux sociaux, et on sait aussi par exemple que les femelles perruches, ça a été démontré, préfèrent s'accoupler avec des mâles qui sont les plus dégourdis. D'ailleurs, je pense que juste avant que j'appelle nos invités pour évoquer ce sujet, on va voir une petite vidéo, donc voilà, avec une très jolie perruche, et qui va nous mettre dans l'ambiance avant d'aborder beaucoup plus en détail cette intelligence animale. Voilà, impressionnant. Eh bien, écoutez, je vous propose tout de suite donc d'entrer dans le vif du sujet, et donc je vais appeler à me rejoindre donc Yolène Delabigne. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes journaliste, créatrice de Néoplanète et de l'Université de l'Animal, journaliste, je l'ai dit, et auteur de plusieurs livres. Donc les ouvrages de Yolène sont en vente à la librairie, donc et vous les dédicacerez, je pense, au terme de cette conférence. Et nous avons également le très grand plaisir d'accueillir Patrick Villardy. Donc vous êtes sapeur-pompier, instructeur cynophile à Nice. Et donc ces échanges vont être animés par Franz-Olivier Gisbert, journaliste, éditorialiste et écrivain. Franz, je rappelle que vous avez également écrit en 2014 « L'animal est une personne » chez Fayard. Et donc, je vous passe tout de suite les micros pour aborder avec nos invités ce sujet passionnant de l'intelligence animale. Bonjour. Bon, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on parle de l'intelligence animale. Et je vais vous demander, à l'un et à l'autre, puis après j'aurai peut-être ma petite réponse, est-ce que vous pensez qu'on peut comparer l'intelligence des humains et l'intelligence des animaux? Est-ce que, par exemple, l'homme a tendance toujours à faire tourner le monde, le cosmos autour de lui? Est-ce que, voilà, on prend le QI et puis on essaie d'adapter ça aux souris, aux batraciens et aux chimpanzés? Alors surtout pas, c'est l'erreur qu'on a tous tendance à faire. Alors je vous avais préparé un petit speech que je vous ferai peut-être tout à l'heure pour vous résumer un petit peu tout ça. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a en fait quasiment autant d'intelligence qu'il y a d'animaux. L'intelligence du ver de terre, qui connaît par cœur la terre bien mieux que nos agriculteurs, n'a rien à voir avec l'intelligence de l'éléphant, n'a rien à voir avec celle du chien dont on va parler. Et c'est ça qui est passionnant, et c'est une grande leçon de tolérance, c'est qu'à la limite, il y a autant de gens que d'individualité et que d'intelligence. Mais chez les humains, c'est pareil, hein. Il y a des gens qui ont un QI formidable et qui sont bêtes comme les pieds pour faire d'autres choses. Il y a plein de formes d'intelligence et c'est génial parce que chacun, finalement, a une intelligence. Chacun d'entre nous est hyper malin, en fait. Ça, c'est la bonne leçon à garder. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années pour comparer l'intelligence d'un certain nombre d'étudiants et de chimpanzés. Vous avez dû entendre parler de cette étude. C'était génial. Si on faisait défiler des chiffres sur des ordinateurs, il fallait retenir très vite les chiffres. Il y avait peu de temps pour le faire. Et vous savez qui c'est qui a gagné? Les chimpanzés. Les chimpanzés. Les chimpanzés contre les animaux sont très bons en calcul mental. Voilà, ils sont bien meilleurs que nous. Hein. Parce que ces chimpanzés en question, évidemment, connaissaient les chiffres, pouvaient les identifier, parce qu'un singe peut le faire. Et simplement, pour la mémorisation des chiffres, ça allait beaucoup plus vite sur le chimpanzé que sur l'humain. Ça donne à penser. Cela étant, là, vous allez nous parler des chiens. Les chiens, c'est un peu con quand même. Oui, alors, on a beaucoup à apprendre sur l'intelligence. C'est un peu con, hein. Ouais. Oui. Mais d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, l'intelligence humaine et l'intelligence animale sont deux formes d'intelligence qui sont liées mais qui sont lointaines l'une de l'autre.
Je ne sais pas si c'est nous qui sommes les plus intelligents. En tous les cas, c'est nous qui parlons et qui essayons, par la parole, de faire en sorte d'être beaucoup plus intelligents que l'animal. Mais si l'on regarde l'animal, et je prendrai le chien par excellence, le chien et le chat, lui, le chien et le chat sont à la maison, ils sont couchés et ils vous regardent. Et tous vos déplacements, ils les font avec les yeux, ils vous observent, ils vous regardent. Alors que nous, nous avons le souci de payer l'eau, l'électricité, les enfants, l'éducation, et on ne peut pas se mettre à plat ventre et puis regarder le chien de la même manière qu'il nous regarde. Et l'animal vous connaît beaucoup plus que ce que nous, dans notre vie, nous mettrons à le connaître. Puis on regarde aussi le fait que l'animal vit beaucoup moins longtemps que nous. Un chien, ça vit entre 12 et voire sur certaines races 14 ou 17 ans. Mais voilà, alors l'intelligence, pour moi, elle est subjective et elle s'adapte à l'animal et on peut le voir sur on parlait des éléphants dans les cirques, les animaux qui sont dressés ou ne serait-ce que dans les parcs aquatiques, l'animal a une intelligence, mais c'est pas du tout la même que la nôtre, je pense. Alors, il y a un grand entomologiste et biologiste qui s'appelle Edward Wilson. Hein. C'est un personnage absolument remarquable, prix Nobel, avec des idées un peu étranges d'ailleurs, qui étaient très contestées à une époque, mais qui a établi un classement de l'intelligence animale en fonction de différents critères. Il y a la rapidité, la capacité d'apprentissage, il y a également un indice d'encéphalisation, c'est-à-dire c'est le rapport entre le poids du cerveau et le poids du corps. Et d'ailleurs là-dessus, comme chacun sait, l'éléphant est très très fort. Et ça donne ce classement suivant, j'aurais vos réflexions là-dessus. Le chimpanzé, 1. En 2, le gorille. En 3, l'orang-outan. En 4, la baleine, mais plutôt la baleine à dents, hein, c'est-à-dire ça peut être notamment d'ailleurs le cachalot. Le gibbon, 6, le singe. 7, encore la baleine, un autre type de baleine. 8, le dauphin. 9, l'éléphant. Et 10, le cochon. Le chien est très loin derrière, hein, vous avez remarqué? Il est apparemment très loin dans cette étude. Il est très loin dans cette étude, oui. Le cochon est devant. Mais enfin, on mange du cochon et on ne mange pas de chien. Si, on mange du chien. En Chine, on mange du chien. Oui, voilà, oui, on mange du chien quand même dans certains pays. Alors oui, là-dessus, alors c'est toujours pareil. L'étude qui a été faite, c'est par rapport aux chimpanzés et aux gibbons, c'est ce qui ressemble. Et nous descendons, d'après ce qu'il est dit, nous descendons de ces êtres-là. Alors que le chien, lui, il a été domestiqué bien après par rapport au loup, si on peut dire cela comme ça. Hein. Et on a étudié beaucoup plus ces êtres-là par rapport à nous. Mais aujourd'hui, je prendrai juste un exemple. On est en 2020, nous marchons sur la Lune de presque plus de 40 ans, et on n'a encore trouvé aucun appareil qui remplace le flair du chien pour sauver des vies humaines. Et ça, je crois, quelque part, c'est à méditer. Alors, je suis désolé, je faisais mon petit numéro de provocation, parce que en disant que le chien était con, c'est vrai que c'était juste pour vous faire exploser, parce qu'en fait, le chien est a priori... Et j'ai réagi, vous avez vu? Non, oui, vous avez bien réagi d'ailleurs, ça m'a étonné, mais pour un amateur de chiens. Et le chien, en fait, qui est assez bête au départ, comme il est dans le mimétisme par rapport à son maître, quand il a un maître qui s'occupe de lui, on arrive à des résultats incroyables. Il peut être même parfois aussi intelligent, peut-être pas autant qu'une perruche. Exemple, bon, oui, perruches, je dis ça à dessein, parce que les perruches sont très intelligentes, comme vous le savez, peut-être pas. Les perruches parlent, les perruches nous imitent. Enfin, le perroquet, j'en parle pas. Alors là, ça dépasse l'entendement. En plus, comme il a la voix, on voit très bien qu'il comprend et qu'il est intelligent. J'ai mis l'histoire à vous raconter là-dessus, c'est fascinant. Mais c'est vrai qu'il y a ce célèbre Golden Retriever américain, hein, vous connaissez Chase, l'histoire de Chase, oui. Qui est une histoire incroyable. C'est un chien, donc idiot au départ, hein, comme tous les chiens, qui est pris en main par un spécialiste des animaux, éthologue, un ancien professeur d'université à la retraite, qui s'en occupe, et le chien, aujourd'hui, connaît 1022 mots. Hein, c'est-à-dire, on dit fourchette,
il va chercher la fourchette dans la cuisine n'importe où, etc. Après, on dit bonnet, il va essayer de fouiller partout dans la maison, il va revenir avec un bonnet. C'est-à-dire, les animaux ont, comme nous d'ailleurs, une intelligence qui peut changer, qui peut évoluer si on la travaille. Tout à fait. Je vous laisserai la parole après parce que regardez. Non, mais attendez, vous pouvez parler parce que de toute façon, elle nous a préparé. Elle nous a préparé un petit discours que nous allons entendre tous religieusement après cette mise en bouche. Oh, si vous avez envie, hein, c'est pas une obligation. Non, mais ce sera très bien. Ce sera très bien. Ce que vous venez de dire, c'est vrai. Vous prenez un enfant à la maternelle, vous le laissez au fond de la classe. Et quand il va arriver en 6e, il restera au fond de la classe, il ne sera pas plus intelligent que... c'est exactement pareil qu'un chien qu'on va prendre à 2 mois et qu'on va commencer à lui apprendre le assis, le debout, le coucher, l'envoi en avant, le rappel, etc. Et puis on va l'éduquer, on va le sociabiliser avec ses congénères, on va l'amener dans les magasins pour qu'il n'ait pas peur du bruit, on va l'amener au bord de mer pour pas peur qu'il a peur de rentrer dans l'eau. Donc tout ça, on va le lui apprendre, mais c'est comme un enfant, exactement pareil. Après, on parle d'intelligence. Est-ce que nous, aujourd'hui, la réflexion que je me pose, est-ce que nous sommes suffisamment intelligents ou suffisamment un peu plus évolués dans la bêtise? Parce que l'être humain, quand même, est un animal qui est à 2 pattes, mais qui est bête quelque part. Oui, qui est bête. Et qui a un ego surdimensionné, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve... Il suffit de relire des cartes pour voir l'ego, le niveau de bêtise de l'ego humain. Exactement, exactement. René Descartes à propos des animaux, voilà. qui ne souffrent pas. Donc, on ne l'a pas classé dans les animaux, mais dans les 10 premiers, on peut mettre l'être humain aussi. Je veux dire, on met le chien. Moi, je ne mettrais peut-être pas le chien en avant parce que ça reste un animal, mais nous autres, êtres humains, on a vraiment des questions à se poser quand même là-dessus aussi. Bon, alors je vous ai fait du bien là tout à l'heure en vous parlant effectivement de l'intelligence du chien qui peut évoluer, mais à la vérité, vous le savez que la perruche Spock, elle, pendant que le chien le plus génial de l'histoire de l'humanité, Chase, donc peut comprendre 1022 mots, Spock, elle, c'est plus de 1700 mots. Cette petite perruche avec laquelle, toute petite, avec laquelle il n'y a pas eu besoin de travailler. Bon, les cacaotesses, tout ça, les perroquets gris du Gabon, tout le monde sait dans la salle que c'est très très intelligent. On peut même avoir des dialogues, mais ça vous embouche un peu, quoi, quand même, ce petit animal qui a un vocabulaire tellement considérable, d'ailleurs, que souvent, qu'il est dans sa cage en train de parler tout seul, si on écoute bien, si on prête l'oreille, on se rend compte qu'il a entendu des trucs et qu'il s'amuse à les répéter. Bien sûr, mais c'est celui qu'on a appris les 1000 et quelques mots. Mais toutes les perruches, si on leur a pas appris les 1000 et quelques mots, ne le font pas, toutes. On est bien d'accord. Oui. Voilà. Alors c'est vrai que je me permettais de faire une comparaison entre le chien et la perruche. Mais le chien, lui, il a 200 mots, une capacité de 200 mots, mais c'est des mots brefs. C'est pas tu as vu mon chéri, la télévision, le machin. Non, c'est des mots très brefs. Assis, debout, couché, reste. Des mots à 2 consonances qui font que le chien, après, on lui a mis. Après, il associe le mot à ce qu'on veut lui dire. On peut apprendre un chien à lui dire coucher, et il va s'asseoir. Mais au moment où il s'assoit, on lui dit coucher, il va retenir le mot coucher pour être assis. Après, dans le dressage, vous pouvez lui dire coucher, il va s'asseoir, et n'importe quoi, on peut lui apprendre reste, il va se mettre debout, va t'amuser, on va lui apprendre que va t'amuser, c'est debout, il va dire va t'amuser. On fait compter un chien, on lui apprend 1, 2, 3 avec les aboiements. Jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Mais on peut même dire jusqu'à 12, on peut même aller jusqu'à 15. Il suffit que le chien fasse comme ça avec les aboiements, et à un moment donné, on stoppe l'aboiement. Ça, au départ, on lui apprend l'aboiement, aboie. Donc il va aboyer, ouf. Alors on fait 1, 2, 3, et puis on s'arrête. On arrête les 3 doigts, on va dire, ah oui, il sait compter jusqu'à 3. Vous pouvez faire des additions avec ça. Mais ça reste dans du dressage. On est bien d'accord. Après, l'animal, ça c'est le côté... chien de cirque, entre guillemets, bien entendu. Mais c'est une intelligence qui est subjective. Après, l'animal par lui-même, le chien, c'est quoi? C'est du flair. Le chien, ça reconnaît son maître par le ventre. On en discutait tout à l'heure. Hein. Moi, je dis que l'animal, vous lui donnez à manger, c'est la reconnaissance du ventre. Ce que l'être humain n'a plus. Aujourd'hui, la reconnaissance du ventre, nous, bipèdes, on l'a plus. On sait plus ce que ça veut dire, à part quelques exceptions près. Il va reconnaître celui qui lui donne à manger, il va l'accepter parce que c'est celui qui lui donne à manger. Ce sont des... l'image est grossière, mais ce sont des ventres sur pattes. C'est quelque peu. Après, le flair du chien, aujourd'hui, alors, ça fait 2 mètres de haut, le flair du chien. Nous, on n'en connaît que ça.
On a le flair du chien peut détecter des cancers, des maladies, recherche des personnes, la drogue, les explosifs. Ça va, le chat aussi, hein, je suis désolé. Ça va pas juste parler du chien, on peut parler des chats. Hein. Et le chat, c'est un être merveilleux, le chat. Ouais. Et une conversation avec un... Et après, on donne la parole à Yolène de Labing. Donc, ils ont préparé un discours, un petit speech. Hein. Non, mais ça va être très bien. C'est une des meilleures spécialistes des animaux. Elle est drôle, elle est amusante, elle connaît tous les sujets. Mais juste, je voulais terminer sur notre conversation sur le langage des animaux. Parce que, bon, il y a un animal qui les surpasse tous, c'est le perroquet. Parce que le perroquet, lui, il a l'organe pour parler. Et il ne fait que répéter. Vous vous rendez compte? Non, il fait que répéter. Non, mais ça, vous en êtes à répéter, à dire des trucs pareils. Non, mais qu'est-ce qu'il faut entendre comme conneries? Même la part de personnalités qui adorent les animaux et qui sont compétentes sur les chiens, mais pas sur les perroquets. Le perroquet, justement, parle. Et ça a été clairement établi par le professeur Irène Pepperberg, que j'ai rencontré d'ailleurs, qui est la grande spécialiste des perroquets, qui a eu un perroquet qui était devenu une célébrité aux États-Unis. C'était une gloire, il passait tout le temps à la télé. Il s'appelait Alex. Et parce que, bon, elle l'avait comme le vieux professeur dont je parlais avec le chien Chase, elle l'avait vraiment élevé, elle s'en était beaucoup occupée. Et vraiment, ce perroquet, d'abord, il reconnaissait tout. C'est-à-dire, vous lui mettiez du bois, il va dire bois. Vous lui mettiez un chiffre, il va dire 9. Vous voyez, il pouvait... Bon. Après, il reconnaissait un nombre d'objets absolument considérable et il avait un vocabulaire entre 1000 et 1500 mots. Ça dépendait, disons, ça dépendait des périodes. Bon. Et ce perroquet, il avait un copain qui l'écrasait un peu. Il est mort, hein, il est mort à 30 ans. Il est mort à 30 ans, c'était très beau d'ailleurs, parce qu'il avait dit bonsoir à sa maîtresse, comme il disait tous les soirs, mais il avait ajouté je t'aime. Il est mort dans la nuit, il avait des petits problèmes pulmonaires, ça arrive aux humains, ça arrive aussi aux perroquets. Et j'ai eu droit un jour, j'étais allé lui rendre visite et elle m'a fait faire des tas d'exercices aux copains d'Alex, qui étaient écrasés par Alex, parce qu'Alex était, comment dire, un perroquet. Ceux ici qui ont eu des perroquets, j'en ai eu. Enfin, j'en ai eu un. Ce sont des personnages qui prennent énormément de place. Il n'y en a que pour eux. Ils parlent tout le temps, etc. Et c'est très humain, d'ailleurs. Il y a un côté vraiment... il fait tout pour attirer votre attention. Enfin, c'est comme un certain chien, d'ailleurs, qui peuvent être comme ça. Enfin, cabot. Et ce perroquet, donc, qui avait été un peu écrasé par Alex, donc il lui fait faire des tas d'exercices où on voit qu'il se débrouille aussi bien qu'Alex. Mais c'était un perroquet, disons, un peu posé. Et à un moment donné, il a tellement marre de ces exercices, parce que ça fait... il y a une télé en plus qui tourne, ça l'emmerde tellement. D'ailleurs, il répond de plus en plus lentement. Vous voyez, un peu comme un enfant boudeur. Il répond pas tout de suite, les réponses se font attendre, et à la fin, il dit « Est-ce que je peux rentrer ?» En fait, dans la cage. Voilà. Ça, alors, on peut pas dire qu'un perroquet ne parle pas. Oui, il répète pas, il parle. On avait l'impression d'un enfant avec nous et qui disait à un moment donné, est-ce que je peux rentrer? Maintenant, je voudrais donner la parole parce qu'elle a préparé un discours, contrairement à vous et contrairement à moi. Vous parlez du perroquet. Oui. Savez-vous comment on reconnaît un perroquet mâle et d'une femelle? Non. Alors, on les enferme chacun dans un frigo. Le premier qui dit on se les gèle, c'est le mâle. Vous pouvez reprendre. Le premier qui se les gèle. J'étais sûr que c'était un truc comme ça. Mais enfin, comme elle n'est pas dégueulasse, je pense que vous avez bien fait de la raconter. Vous avez bien fait de la raconter. Bon, je donne maintenant la parole à la seule personne qui a préparé un discours, parce que là, on est quand même trois mâles. Trois mâles qui ont présumé de leur force, oui, trois mâles. Enfin, non, deux mâles, pardon. Deux mâles, pardon. Je me suis dit, je savais pas que j'étais un travelot. La troisième, ça vient de sortir. La troisième n'est pas un travelot, contrairement à ce que j'aurais pu laisser penser. La troisième est une femme et elle a préparé un discours que nous allons maintenant entendre. Silence, s'il vous plaît, dans les rangs. Merci. Merci, silence. Silence. Je prendrai juste deux petites choses, je vais être déjà désagréable, sur ce que... Alors, son échelle d'intelligence est complètement dépassée. Et vous remarquerez quand même dans l'ego que sur les 10 animaux, il y en a 6 qui sont des singes, c'est-à-dire les plus proches de l'homme quand même. Hein. Bon. Et le langage n'a rien à voir avec l'intelligence parce qu'on est en train de comprendre ce que... Non, on ne comprend même pas ce que veulent dire les chants des baleines. On pense que c'est pour se soigner à distance. Enfin, c'est délirant. Les araignées, par exemple. Les araignées parlent et on ne sait pas ce qu'elles disent. On n'a pas compris encore. Ouais. Donc c'est pas parce qu'un animal n'est pas capable de dire des mots qu'il n'est pas intelligent. Mais je n'ai pas dit ça. Non, mais je sais bien. Je n'ai pas dit ça. Hein.
Alors voilà, on m'a demandé de commencer par 2-3 petites histoires pour vous montrer rapidement des exemples. Le poisson perroquet, par exemple, quand il veut dormir tranquillement avec son mucus, donc comme sa salive, il se construit un sac de couchage pour pouvoir dormir tranquille en regardant les prédateurs à l'abri. Et là où il est très fort, c'est que le mucus est antibiotique, donc en plus il ne chope pas les maladies. Un autre exemple, les éléphants, ils savent très bien tricher. Quand ils veulent aller manger dans les champs, mais discrètement pour que ça ne se sache pas, vous savez, les paysans, ils leur mettent des petites cloches. Eh ben, ils ont compris le truc, ils mettent de la boue dans les cloches pour que ça ne fasse pas de bruit. Puis tranquillement, la nuit, ils vont bouffer dans les champs. Et troisième exemple, la fourmi, elle sait tellement bien calculer, les animaux sont beaucoup plus forts que nous en calcul mental, elle est tellement capable de calculer son chemin, on a tout essayé, les scientifiques ont tout essayé, hein. Ils leur ont coupé des pattes, ils leur ont enlevé les yeux, ils ont fait des choses épouvantables, elle calcule réellement et elle trouve toujours son chemin et c'est grâce à elle qu'on a nos GPS. Voilà, donc c'est juste 3 exemples qui vous montrent. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les intelligences animales, c'est une révolution, parce qu'on est à l'époque de l'intelligence artificielle et on ne sait pas très bien où on va avec l'intelligence artificielle. Donc je crois qu'il est temps que l'homme se reconnecte avec l'animal à cause des intelligences artificielles. Et la deuxième raison et l'urgence, c'est l'état de la planète. Et les animaux ont une façon de gérer la planète beaucoup plus maligne que nous et ils peuvent beaucoup nous aider et nous inspirer. Ça vient pourquoi maintenant? Ça vient parce que l'éthologie est une science très nouvelle, qui a une vingtaine, trentaine d'années, dont les bases ont été posées dans les années 70. Et en fait, on a vécu des siècles d'obscurantisme grâce au système politique et aux religions. Alors je suis désolée, je vais sans doute faire beaucoup de peine aux chrétiens ou aux gens qui croient, qui ont des religions ici. Je suis navrée, mais c'est vrai que les religions ont joué un rôle très négatif, notamment le christianisme vis-à-vis de l'animal. Et pendant des siècles, on nous a dit qu'en gros l'homme était génial, intelligent, avait le sens du rire, de la spiritualité, de la mort, de la solidarité, et que l'animal était un espèce de truc sale, méchant, c'était la loi de la jungle, c'était horrible, etc. Pour une raison très simple. C'est uniquement une question de gros sous. L'animal étant très intéressant à exploiter, dire qu'il est bête, moche et sale, c'est plus facile pour lui arracher la peau avec de la fourrure, pour l'enfermer dans des stabulations, pour le couper en rondelles, etc., etc. Donc on disait que l'animal n'était pas intéressant, comme on disait d'ailleurs souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, un bébé avant 2 ans, c'est un légume, une femme, on s'est demandé très longtemps si elles avaient une âme. Même encore maintenant. Et le premier qui a été lumineux bien avant les autres, c'est Darwin. Darwin, c'est vraiment le génie. Plutarque. Oui, mais enfin, Darwin a été très très loin. Et Darwin a dit, dès qu'il y a du vivant, il y a de l'intelligence. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de découvrir ça. On est en train de découvrir que les arbres sont incroyables. Je ne sais pas si vous avez vu tous les livres qui sortent. En fait, avec les racines, ils ont créé une espèce d'internet et ils communiquent entre eux via les champignons et on est en train de découvrir ça. Les animaux, c'est du délire. Et même ce que vous avez dans votre ventre, les bactéries de votre ventre sont intelligentes. C'est pour ça qu'on dit que le ventre est un deuxième cerveau. On se rend compte maintenant que le ventre commande sans doute des choses avec des trucs électriques au cerveau. Donc c'est extraordinaire parce je trouve que c'est une utopie. On n'est pas dans une époque dans une époque un peu désenchantée. Et voilà une utopie magnifique, c'est de découvrir toutes les autres intelligences qui, avec la nôtre, peuvent se connecter. Et peut-être qu'on peut être un peu amis avec ces intelligences plutôt que d'être contre eux. Alors, je dirais que c'est une quadruple révolution, pour aller très vite. C'est d'abord une révolution scientifique. On découvre, toutes les semaines quasiment, il y a des études qui sortent, et sur des animaux qu'on méprisait avant, parce qu'en effet, on aimait les singes, les dauphins, les chiens, c'est évident. Mais on découvre que les corbeaux, qu'on n'aime pas, sont hyper malins. Les poulpes, le poulpe est un animal délirant. Il y a même des scientifiques qui se demandent s'il n'est pas extraterrestre, tellement il a des réactions hallucinantes qu'on ne comprend pas. Et ça nous permet scientifiquement de comprendre et de nous faire aider. Je vais juste vous donner un exemple sur la gestion de l'environnement. Vous avez une belle vallée, vous prenez 2 prédateurs, le loup et l'homme. Le loup, il arrive, il va tuer tout ce qui n'est pas intéressant. Les petits, les malades, les vieux. Et il va laisser les reproducteurs, le beau mâle, la belle femelle. Puis quand il a beaucoup mangé, il va partir, puis il va revenir parce que dans une saison, le frigo sera plein. La même vallée, l'homme arrive, il tue tout ce qui est beau. Donc il va tuer le mâle, la femelle, il va les mettre dans son salon avec des belles têtes, parce que les vieux, les moches, ça l'intéresse pas. Il va tuer donc tout ce qui reproduit,
Il va tout payer, puis au bout d'un certain temps, il va se dire bah merde, il n'y a plus rien à bouffer. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc les animaux ont une façon de gérer leur environnement qui n'a rien à voir avec la nôtre et dont on peut s'inspirer. Vous êtes un animal en fait. Hein? Vous êtes un animal, c'est ça, vous plaidez leur Bien cause. sûr, Oui, c'est ça. bien sûr, je suis un animal. Oui. C'est ça que vous me Ils ont demandez raison, si oui, je suis c'est un ça, animal. oui. Oui, c'est Non, une je louve. suis désolé parce Attention, que juste, une louve. Permettez-moi de vous interrompre juste sur, Oui. sur quand même l'histoire du loup et de l'homme. C'est bon, vous y croyez pas une seconde. Ah mais totalement. C'est-à-dire, mais non, mais Totalement. le loup, c'est parce que de toute façon, il attrape que ce qu'il peut attraper. Ah non, pas du tout. Et l'homme, comme il est Ouh là un là. peu plus malin, Ah non, pas du tout. il attrape les belles pièces. Vous savez, grâce à comment l'homme a appris la chasse, c'est grâce au loup, et Oui. qui est devenu le chien après. Mais le loup ne tue que pour manger. Absolument. Bah, Il ne tue non, pas non, pour il mettre dans tue pour dans s'amuser son aussi. salon. Ah non, nous c'est par s'amuser. plaisir. Il faut s'amuser. L'être humain tue par plaisir. Aujourd'hui, on n'a pas Reprenez. besoin de tuer un sanglier pour manger. On élève des cochons pour manger. Donc, je veux dire, Reprenez, Yolène. Alors, donc, j'ai parlé de la révolution scientifique. Il y a une autre révolution, c'est politique. Il y a plein de nouveaux partis aujourd'hui. En France, on a par exemple le parti animaliste. Vous savez, aux dernières législatives, il a fait 1,10%, autant que Debout la France. On voit tout le temps Debout la France, on voit jamais le parti animaliste. Or, c'est incroyable, alors qu'ils sont pas connus, ils n'avaient pas de pub, ils n'avaient pas d'argent, etc. Vous avez des partis partout, en Pologne, en Espagne, pays de la corrida, au Danemark, en Finlande, au Royaume-Uni, même en Chine, il commence à y avoir. Donc ça, je crois que Macron n'a pas encore compris, mais l'animal fera partie de la vie politique très très vite. C'est ensuite une révolution économique. Je vous disais tout à l'heure que l'animal, ça rapporte beaucoup d'argent, ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, on pourrait avoir beaucoup d'argent en respectant l'animal. Alors, je vais vous donner quelques exemples rapidement. L'animal de compagnie, sans les déviances, mais c'est un marché absolument gigantesque et ça aide l'homme à être heureux. Je parlerai de la zoothérapie et de la médiation animale que vous connaissez bien, ou par exemple, rien que pour prendre le chien est en train de devenir un médecin. Le chien, aux États-Unis, il aide les épileptiques, les sourds, les aveugles, les dépressifs, les alcooliques. Le chat, c'est pareil, bien sûr. Mais le chat est plus compliqué parce qu'il est plus indépendant. Vous l'avez enlevé de la bouche. Un autre exemple, le tourisme. Alors j'adore donner cet exemple, le Rwanda. Le Rwanda, comme vous le savez, sort d'années épouvantables, de génocide épouvantable. Ils avaient tout tué, tout mangé, il n'y avait plus rien. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des touristes qui étaient prêts à payer très cher pour voir des gorilles. Maintenant, quand vous allez au Rwanda, vous voyez des gorilles, vous payez 4 000 $ pour aller 3 jours dans la jungle. C'est pas sûr que vous voyez les gorilles, mais rien que les 3 jours dans la jungle, c'est génial. Il y a des listes d'attente. Et ben, du coup, non seulement ils protègent leur gorille qui n'est plus sur la liste des animaux en voie d'extinction, bravo. Et maintenant, la déforestation est interdite parce qu'ils se sont rendus compte que grâce à ça, ça faisait vivre des guides, des hôtels, des restaurants, des artisans. Et donc les gens autour commencent à se dire, génial, le singe, ça rapporte de l'argent. Au lieu de le massacrer, donc voilà un bel exemple de ce qu'on pourrait faire avec le tourisme. Et le dernier exemple, qui est sans doute le plus important pour ce que peut nous rapporter l'animal, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Vous imitez le vivant pour inventer des choses. Je vais vous donner 2 exemples hyper connus. Le TGV, on cherchait un train très rapide, avec des économies d'énergie. On a pris la tête du martin pêcheur. Et l'école, vous savez que l'école, c'est très polluant. On a regardé la moule, une petite moule comme ça. Il peut y avoir de la tempête, elle est toujours accrochée à son rocher. Et les Américains sont en train, en s'inspirant de la moule, d'inventer une colle complètement écolo et extraordinaire par rapport à nos glues. Et puis dernière révolution, c'est la révolution philosophique qui évidemment pour moi est la plus intéressante. C'est-à-dire que enfin nous allons, nous les humains, un peu redescendre de l'armoire. Il faut qu'on arrête d'avoir la tête, parce que c'est vrai qu'on passe plus les murs. Donc on va enfin retrouver notre vraie place. Nous faisons partie d'une reliance, d'une grande alliance où il y a les animaux, les végétaux, et c'est ça qui fait que la Terre normalement doit tourner rond. Et moi je suis en train de travailler sur un livre qui s'appelle Les 12 sagesses des animaux. Je m'amuse comme une folle. Et j'essaye de voir tout ce que les animaux peuvent nous apprendre philosophiquement. Je vais vous donner quelques exemples. S'adapter. L'animal est le roi de l'adaptation. Nous, il y a des problèmes écologiques. Les gens disent « j'ai peur ». Et tu dis « oui, et tu fais quoi ?»« Bah rien, quoi. » Bah si, il faut s'adapter quand on a peur. Eux, ils s'adaptent. Ils ont déjà énormément changé. Un exemple, les mésanges, en Angleterre, on leur donne beaucoup des boules de graisse. Et ben, en 20 ans, le bec a augmenté pour pouvoir plus facilement manger les boules de graisse quand on les met dans les jardins. C'est les Anglais qui se rendent compte de ça. C'est quand même dingue. Profiter du temps présent. Nous, on est toujours à regretter le passé, à se dire mais demain, est-ce que j'aurai une belle voiture, une super gonzesse, etc.
L'oiseau, il s'en fout, il gazouille, le loup, il s'en fout. Tous ces animaux, ils profitent du temps présent, ils sont heureux quand il y a besoin. Et puis je donnerai mon dernier exemple, et j'en aurai fini, où ce que les animaux peuvent nous apporter, et ça c'est un de mes dadas, c'est la tolérance. Les animaux sont très tolérants. Les animaux, ils vous aiment comme vous êtes, moche, fatigué, pas maquillé, mal habillé, ils s'en foutent, ils vous aiment pour ce que vous êtes. Et il y a un exemple formidable, c'est l'homosexualité. Fleur d'Auget, parce que j'organise des événements, j'ai fait venir Fleur d'Auget qui a écrit un livre là-dessus. Les scientifiques ont menti pendant des siècles pour ne pas faire de peine aux religions. En fait, il y a de l'homosexualité dans quasiment tous les animaux. Pour l'instant, on a recensé 1500 espèces. Homosexualité masculine, féminine, il y a des couples à 3, pour le plaisir, par intérêt, parce que quand vous avez 2 mâles qui élèvent les petits, souvent les petits ont plus de chances de survivre, etc. Ça ne pose aucun problème. Il y a un animal qui supporte pas ces homos, qui les emprisonne, qui les martyrise, qui les insulte. L'animal humain. Donc soyons un peu tolérants comme les animaux. Et donc je terminerai en disant que les animaux sont drôles, intelligents, ils communiquent, ils ont une forme de sagesse et ils peuvent vraiment nous aider. Et donc je pense que l'animal est l'avenir de l'homme. Et je terminerai juste en faisant ma petite pub. J'ai un site que je fais tout à fait bénévolement avec plein d'infos sur l'intelligence et plein de vidéos marrantes qui s'appelle L'animal et l'homme. Et donc si ce sujet vous intéresse, vous aurez plein d'infos là. Voilà, merci beaucoup. Ouais, applaudissez-la bien. Si. Applaudissez-la bien. Non, laissons-la. Ouais, allez-y un peu plus fort. C'est vraiment très bien. Monopolisé la parole. Oui. Yolène de la Bigne, hein, elle a bossé. Contrairement à nous deux, elle a bossé. Enfin, moi, j'avais pris aussi quelques notes. Parce que, juste, je vais répondre. Et oui. je réagirai après sur un parti. Je vais répondre sur quelques points. Je pense qu'elle a dit quelque chose de très important. C'est que notre vision de l'animal est en train de changer. C'est-à-dire, on le voit tous les jours. Et c'est pas à cause du développement de la cause animale et du végétarisme, même si c'est une réalité. C'est à cause des travaux des scientifiques qui vont à une vitesse d'enfer. Par exemple, il y a 5 ans, des scientifiques de Bordeaux, hein, pas forcé d'aller très loin, ont découvert que les écrevisses avaient sans doute le cerveau de l'écrevisse, donc il y a un cerveau, l'écrevisse a un cerveau, avait sans doute quelques rapports avec le cerveau de l'animal humain, comme dirait Darwin, c'est que quand on la soumet disons, à des décharges électriques et qu'elle finit par avoir une dépression et qu'elle s'enfouit dans l'aquarium sous des galets ou sous des pierres, à un moment donné, si on met un peu d'antidépresseur dans l'aquarium, elle va sortir et sera contente. C'est-à-dire, elle réagit aux antidépresseurs, donc c'est quelque chose quand même qui interpelle. Sans arrêt, on découvre de nouvelles choses de ce type. Sur le poulpe, Yolène de la Bigne en a très bien parlé. Le poulpe, bon, il y a pas un nombre considérable de neurones, c'est 500 millions de neurones. Ces 500 millions de neurones, évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec les 100 milliards de neurones de l'être humain, de l'animal humain, pardon, c'est comme ça qu'il faut en parler, ou les 7 milliards de neurones du chimpanzé. Mais avec ces 500 millions de neurones, il fait beaucoup de choses. Et justement, il y a une théorie scientifique sérieuse, hein, c'est des scientifiques sérieux qui disent ça doit forcément venir du cosmos de quelque part. Il y a quelque chose d'extraterrestre là-dedans, parce que le poulpe, mangez du poulpe après ça, vous allez voir. Le poulpe n'est pas comme, enfin comment dire, c'est le seul animal sur la Terre qui a un cerveau partout. Il y a 9 cerveaux, mais en fait, il y a des cerveaux, y compris dans les ventouses. C'est-à-dire des neurones, il y en a absolument partout. Donc ça n'existe pas. Chaque animal sur cette planète, il a un cerveau, et puis tout le corps dépend de ce cerveau. Là, non, le cerveau est absolument partout. Et on voit aussi qu'avec ces seulement 500 millions de neurones, il a une capacité à comprendre vite les problèmes, à résoudre tout, et puis surtout à mémoriser. Et j'ai un ami scientifique, Jean-Didier Vincent, qui dit souvent d'ailleurs, heureusement qu'il meurt à 5 ans, c'est l'âge maximum. Hein. Il meurt très jeune, hein. En général c'est 1 an ou 2, et à 5 ans de toute façon c'est fini. Heureusement, parce que sinon avec sa capacité effectivement de mémoriser et d'apprendre, il arriverait à nous surpasser. Voilà. Donc ça c'est des petites choses qu'on apprend, par exemple sur, il y a une université extraordinaire à Sydney, qui fait énormément en Australie, qui fait des travaux absolument inouïs sur les poissons, et on découvre évidemment un monde qu'on vient de découvrir, les poissons, depuis très peu de temps. Et alors j'aime beaucoup quand elle parlait, et après je vous donne la parole, quand elle parlait de l'empathie. Parce qu'en fait c'est ça qui est peut-être le plus étonnant chez les animaux. Des petites histoires. Absolument. Des petites histoires, c'est...
Pardon ? Je vous laisse terminer. Franz, je disais absolument, et puis on va peut-être prendre quelques questions. Mais dans la évidemment, salle. c'est prévu, Déjà, c'est prévu, parce que c'est ça prévu. passe Et tellement puis, vite. donnez la parole à monsieur, puis après on va tirer 5 minutes de plus, comme on fait d'habitude. Et donc, l'empathie chez les animaux. Il y a une université à Chicago qui a fait beaucoup de recherches en la matière. Il y a notamment une étude qui a été faite, on va commencer par les singes. Vous mettez 2 singes côte à côte, et il y en a un, quand vous lui donnez à manger, l'autre va prendre des décharges électriques. Donc il va très vite comprendre que si il mange, l'autre va prendre des décharges électriques. Donc il arrête de bouffer. Et il peut tenir comme ça. Bon, il boit, parce que ça, il n'y a pas de problème, sinon il mourrait. Et il boit, et l'expérience montre que ça peut tenir 11 jours comme ça. Il ne va pas manger pour ne pas faire souffrir l'autre. Et une expérience encore plus extraordinaire, sur les rats. Le rat est un animal, comme vous le savez tous, je crois qu'on commence à le savoir, est un animal très drôle, qui rit. Il faut être con comme Heidegger. Bon, Descartes, j'ai réglé son compte. Abruti, vous lisez tout ce qu'il écrit sur les animaux, ce sont des idioties. Et Heidegger expliquait que l'animal ne rit pas. C'est-à-dire, il avait pourtant un chien, il n'a jamais regardé son chien, j'imagine. Et non, c'est vrai que Bergson aussi disait le rire est le propre de l'homme. Le rire est le propre de tous les animaux, à commencer par les rats. Les rats jouent, s'amusent, rient. D'ailleurs, on les voit courir, ceux qui ont des toits où il y a des rats ou des souris, d'ailleurs n'importe quel animal de ce genre. Bon, ça rigole, ça joue toute la nuit. Et là, vous prenez une cage. Dans cette cage, vous mettez une petite cage en plexiglas avec une ouverture un peu compliquée. Et vous mettez un deuxième rat. Donc il y a un rat dans la cage et un rat dans l'ouverture en plexiglas. Il faut que le rat qui est dans la cage apprenne à ouvrir la petite ouverture, la petite cage en plexiglas. Bon. L'expérience peut commencer. L'expérience, c'est quoi? Vous donnez au rat du chocolat. Le chocolat, c'est ce qu'il préfère avant tout. Hein, comme l'humain, d'ailleurs. C'est un point commun. Enfin, moi, c'est la truffe, mais enfin, il y a d'autres, c'est le chocolat. Et donc, vous mettez un petit morceau de chocolat. Et il y a déjà dans la cage le rat qui est dans sa petite cage en plexiglas, transparent, qui attend. Qu'est-ce que va faire le rat que vous introduisez le deuxième rat dans la cage tout de suite? Non mais c'est juste incroyable. Parfois il va manger un petit peu parce qu'il ne peut pas s'empêcher. Il va bouffer un petit peu de chocolat. Parfois non, parfois il va juste ouvrir tout de suite la cage pour partager le repas avec l'autre rat. Il y a très peu d'humains qui feraient ça. C'est juste incroyable. Et toute une série de recherches du même type, je ne vais pas vous citer toutes les recherches, mais montrent qu'il y a chez les animaux une empathie qu'on retrouve rarement chez l'homme. Enfin, il y a de l'empathie aussi chez l'homme, je ne vais pas entendre dire le contraire. Il y a la compassion, la charité, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, il y a une empathie naturelle. Oui, mais pas tous. Par contre, vous imaginez l'intelligence humaine, on est obligé de maltraiter, d'envoyer de l'électricité à des animaux pour savoir s'ils sont intelligents. Je veux dire, moi, ça me fait peur quand même. Ben, enfin, bref. Oui, voudrais... bon. Oui, non, c'est un peu démago, là. On va squeezer le sujet. Il faut mieux enlever parce qu'on n'aurait pas, sans ces expériences, on n'aurait pas vu tout ça. Par exemple, aussi, il y a des chercheurs, je crois que c'était anglo-saxons, qui ont découvert, ils ont vu, assisté, même tout ça c'est filmé, des scènes incroyables où des troupeaux d'éléphants ouvrent des loquets de clos dans lesquels sont enfermés des antilopes qui sont pas contentes parce qu'elles sont enfermées, les antilopes détestent cette affaire, et ouvrir le loquet et permettre aux antilopes de sortir. C'est même pas la même espèce, vous voyez? Oui, tout à fait. Mais bon, on reste toujours dans le sol. Je voulais juste réagir sur les partis politiques. Je veux dire que vous parliez qu'il n'y a pas de partis politiques sur les humains, mais est-ce que vous croyez que l'écologiste, est-ce qu'on a besoin d'un parti pour faire de l'écologie? Prenez toutes les personnes qui sont ici, je suis sûr que toutes, sans exception, sont écologistes et elles ne font pas partie d'un parti politique. Et pour les animaux, c'est exactement pareil. À un moment donné, on se crée des choses qu'on n'a pas besoin. La protection de l'animal, on n'a pas besoin de faire partie d'un parti pour protéger un animal. Aujourd'hui, l'animal, que ce soit le chat, le chien, le cochon d'Inde, le petit lapin, il apporte à l'être humain quelque chose que personne d'autre ne peut apporter dans un foyer. Et les enfants autistes, comment on arrive à les soigner? Comment on arrive à leur sortir de trucs? Grâce à l'animal. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un parti politique pour protéger. Il suffit juste d'avoir l'intelligence, nous êtres humains, pour pouvoir... voilà, c'est tout. Juste une réponse très rapide, c'est que quand vous avez un site qui s'appelle L'Animal et la politique, quand ils ont demandé au présidentiel, il y avait
quasiment pas de parti qui pensait à l'animal, Ben oui, bien sûr. à part Le Pen et Mélenchon. Oui. Mais les autres s'en foutent. Ouais, Donc ouais, c'est ouais. pour ça Non, qu'il y a non, un c'est vrai parti qu'il y a un qui s'est sujet, créé. bien sûr. Mais Non, vous non, avez il y a raison. un sujet, il y a un En sujet. soi, Allez. vous avez raison. Voilà, les c'est ça que je questions dans voulais la dire. salle. Allez, Allez, on prend une ou deux questions. Qui pose la première? on en a un peu plus peut-être, on en prendra plus. Oh. Alors, madame, je vais peut-être venir vers vous avec le micro. Voilà, on vous écoute. Oui, bonjour et merci. Je voulais vous parler du cheval. J'ai vu récemment un reportage sur un cheval, donc la thérapie que ça peut apporter un cheval, notamment un cheval qui était dans un hôpital. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était absolument extraordinaire. Et le cheval, vraiment, vous n'en avez pas parlé et c'est un peu dommage. Merci beaucoup. Ah non, mais le cheval, je crois qu'on peut répondre facilement parce que c'est des découvertes récentes, ça aussi. On utilise les animaux aussi dans les hôpitaux, mais dans les prisons. On voit très bien que l'animal a une capacité à prendre les chagrins, prendre le stress, absorber. Et ça, je crois que c'est une découverte, disons, d'il y a déjà quelques décennies, et c'est de plus en plus pratiqué, et je crois que ça le sera de plus en plus. Autre Et tant question. mieux. Une question. Et tant mieux. Non, mais... Mais oui, il y a des questions. Il y a des questions partout, là. Alors, il y a une question là-haut. Voilà, Mais- madame. Allez-y, posez-la sans le micro. On s'entendra. Oui, mais on... Ça marche? Bonjour. Je voulais poser la question à... Je vois pas très bien, c'est Yolène, c'est ça? Donc par rapport à la révolution dont vous parliez en plusieurs temps, moi j'aimerais savoir par rapport à l'éducation, à l'école, on va dire. Parce que je suis maman d'un enfant de 20 ans qui est étudiant en intelligence artificielle. Moi je suis artiste. Donc je suis déjà rassurée que mon fils m'a dit que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'artiste. Donc déjà là au moins je sais que j'ai un avenir. Et par rapport à tout ce que vous disiez par rapport aux animaux, puisque nous on a un chat, je rejoins votre question par rapport au chat, c'est que je trouve que au niveau des enfants, dans l'éducation, moi j'ai 55 ans, je vois mon fils qui a à peine 20 ans, la façon dont il a été éduqué, la façon dont moi j'ai été éduquée, en l'espace de 30 ans à peine, il y a énormément de choses qui ont changé et qui expliquent peut-être pourquoi aujourd'hui on vit dans un monde où les gens sont égoïstes, pas empathiques, etc. Et par rapport aux animaux. Réponse de Yolène. Alors, je dirais deux choses. C'est que c'est sûr que l'éducation, pour l'instant, ne fait rien et qu'il y a pas mal de pétitions, d'ailleurs, qui réclament des cours sur l'empathie, le lien avec l'animal et la nature, et ça serait très bien que ça se fasse. Après, moi, je suis moins pessimiste que vous sur la génération qui arrive. Je trouve que justement, il y a beaucoup d'empathie. Il y a ce que disait tout à l'heure Franz-Olivier Gisbert. Je pense que vraiment, on est dans une époque et la jeune génération est très, très, très portée là-dessus. Et je pense qu'elle va nous faire évoluer. Je donnais à notre ami un exemple tout à l'heure. Les fermes à ours, vous savez, pour la bile qu'il y a au Chine, c'est un truc épouvantable. Vous avez des ours qui sont enserrés, ils peuvent absolument pas bouger. Ils ont un gros trou et tous les jours, on leur enlève de la bile pour faire des médicaments. Eh bien, la plus grosse ferme, donc il se faisait un fric fou, la fille qui a 20 ans ne supportait plus. Et elle a tellement convaincu son père qu'il a fini par fermer cette ferme. Il a relâché les ours avec l'aide d'une ONG, évidemment, parce que vous ne les relâchez pas comme ça. Et maintenant, c'est un musée, c'est une ferme qui lutte contre les fermes à ours. Et c'est juste un exemple, mais en Chine, qui est un pays vraiment dur avec les animaux, de montrer que les jeunes, je pense, moi, les jeunes vont être ceux qui vont quand même faire changer les choses. Allez, question suivante. Une dernière question? Non, avant-dernière. Avant-dernière, Avant-dernière. d'accord. Alors rapide. Et elle est courte, hein. Oui, ici. Voilà, deux questions Question très courtes. courte, Qui a le réponse micro? courte. Oui, une question. Oui, dans les exemples que vous avez cités, c'est toujours... Oui, c'est ici, de ce côté. Hop, par là. d'accord. Non, de l'autre côté. Pas grave. À droite. Voilà. On voit rien. Ici. C'est pas grave. Coucou. Dans tous les exemples que vous avez cités, c'est enfin les exemples d'intelligence animale, c'est des exemples d'intelligence pratique, c'est-à-dire de résolution de problèmes concrets qui se posent à un endroit donné, à un instant donné. Mais par contre, ce qui distingue quand même l'espèce humaine, c'est l'intelligence abstraite, conceptuelle. Et ça, j'ai pas d'exemple chez les animaux, d'animaux qui font de l'art, d'animaux qui font de la philosophie. Non, ça vous avez tort. Excusez-moi, il y a des peintures de chimpanzés. Oui. Ah non, bien sûr. Oui. Il y a Oui, même mais des peintures de cochons. Oui, mais est-ce qu'ils savent qu'ils font de l'art? C'est ça la question. Ah non, mais attendez, est-ce que l'homme c'est de l'art aussi à ce moment-là? Est-ce qu'il fait de l'art? Je sais pas si ça se discute, hein, c'est le secte des anges. Enfin, Non, mais en plus, si vous voulez, un peu de modestie, parce que la science avance. Moi, je suis fasciné par les travaux des scientifiques. On n'est pas au bout de nos surprises.
Donc ça avance, vous savez ce qu'on vient d'apprendre sur ce dont on parlait sur les arbres notamment, et c'est absolument fascinant, le langage des arbres. Donc on ne sait pas, je pense qu'il faut être un peu modeste. Et vous savez, comme le disait très bien Yolène de Labigne, on était en haut d'un piédestal. Bon, et citer le christianisme, on peut citer l'islam, on peut citer toutes les religions, parce que c'est pas seulement le christianisme, c'est les religions mettent l'homme comme ça tout en haut. Bon, eh ben... Aujourd'hui, je pense qu'il est quand même tombé du piédestal, surtout qu'on sait maintenant qu'il y a quand même des milliards d'exoplanètes, c'est-à-dire des planètes où il y a une grosse suspicion de vie extraterrestre. Donc ça relativise un peu les choses quand même notre approche par rapport à la religion. C'est incroyable quand même cette révolution qui s'est passée. Donc je pense qu'il faut rester modeste. Voilà, moi je me permets de répondre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais restons modestes, s'il vous plaît. Parce que je l'ai pas posé. On n'est pas au sommet. Je vous répondrai par l'une des plus belles phrases. C'est pas une question de sommet. Je vous répondrai par l'une des plus belles phrases d'un ami des animaux, prix Nobel de littérature, Isaac Bashevis-Singer. En quoi un homme était plus important qu'une vache, un papillon, un hippopotame? Moi, c'est une question que je me pose. La question n'était pas en termes de plus ou de je pense que vous ne parlez pas de moins. la même chose. Et je Non, pense je que parle vous la avez même raison chose. tous les deux. Je parle la même chose. Je pense que vous avez raison tous les deux. Je pense qu'il y a des animaux comme les oiseaux jardiniers qui sont des artistes incroyables. Donc en effet, qu'est-ce que c'est clair, etc. Par contre, je vous rejoins, monsieur. Je pense qu'en effet, notre intelligence est une intelligence abstraite. On sait inventer des concepts incroyables, etc. Oui. Et je vais vous dire, les animaux, ils s'en foutent. Ça Je ne ne sais intéresse pas. pas. Non, non. En quoi... Je ne sais pas. Sur l'éléphant, on ne sait pas. Ah si, il y a un sur livre l'éléphant, on ne là-dessus sait de pas. Dorin Chaï Non, qui non, est mais bien sûr, passionnant. mais je suis désolé parce que Mais sur ça- le rapport de l'éléphant à la mort, on ne sait pas. Il Oui, se passe mais des c'est- choses, c'est très troublant et on n'est pas loin. Bon, simplement, on ne sait pas encore et on étudie. Donc, attendons, on peut avoir cette conversation, s'il vous plaît. Vous êtes peut-être plus jeune que nous, dans une cinquantaine d'années. Je pense qu'on parlera pas tout à fait de la même façon. Les scientifiques auront encore fait des avancées. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je pense que... Non. Je pense effectivement que c'est un sujet qu'il faudra retraiter. Donc, il faudra reparler l'an prochain voilà, sur ce que les animaux savent qu'ils font ou ne font pas. En tout cas, on vous applaudit très très fort. Vraiment, merci beaucoup. Merci Yolène de Labigne. Merci Patrick Villardy. Et merci Franz-Olivier Gisbert, toujours aussi passionné par ces sujets.